Ce gars-là, il a du coffre. Il a de la voix. Regarde. Oui, généralement je baisse le gain. Généralement, tu baisses le gain. Par rapport à mes consultants, je suis toujours au moins un quart de moins. Donc en fait, il n'y a que moi qui ai une voix véritablement forte, naturelle et puissante. Ok, donc tu dis quand on est bon ? On est bon. On est bon. Tu m'as dit aussi que tu t'es retrouvé enfermé dans un stade. 2 fois. Ouais, 2 fois. Ce soir-là, à Monaco, et là, clac, toutes les lumières du stade qui s'éteignent. Mais toutes les lumières. Et je me retrouve dans le noir. Mais plus personne, il n'y a même plus de gardien, il n'y a plus de gars de la sécurité, il n'y a plus rien. Et j'arrive à la porte par laquelle on était rentré, fermée. Ben, je suis coincé. Et il arrive le premier jour, il vient près de ma table, il me dit « J'ai un petit sujet pour toi. Tu vas aller me faire une petite enquête sur les écoles coraniques parallèles dans les quartiers à Marseille. » Premier jour de contrat. Forcément, les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui sont dans notre zone géographique. Des gens qui sont aussi à Miami, au Mexique, et qui écoutent, parce qu'ils nous appellent aussi après à la radio. Attends, t'as des auditeurs qui sont lorrains, qui ont émigré à Miami ou à Pétaouchnok. Ouais, et qui continuent à écouter les matchs de la SNL. C'est pas vrai. Si. Salut à tous et bienvenue dans Xav Stories. Aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un. Vous le connaissez sûrement, mais vous avez rarement vu sa tête. Vous connaissez sa voix parce qu'il officie sur les ondes d'ici Sud-Lorraine, comme on dit en ce moment, ex-France Bleu. Hein, c'est vrai, les grands médias disent ici machin, ex-France Bleu. C'est Johan Gans. Salut Johan. Salut Xavier, bonjour à tous. Est-ce que je me suis trompé quand je t'ai décrit en quelques mots qui tu étais là maintenant ? Non, globalement oui, c'est quand même comme ça que je suis identifié. On dit la voix de la SNL, la voix du foot. Donc oui, je suis plutôt connu par ma voix. C'est marrant, les gens qui me rencontrent pour la première fois, quand on ne discute pas et quand je me mets à parler, ils disent « Ah ça y est, je vous reconnais ». Voilà. Il y en a d'autres, ils montent leur tête, moi il faut que je parle. J'ai cherché des infos sur toi. J'en ai très peu trouvé, à part les articles que tu as écrits pour Ici Sud-Lorraine et les interventions que tu fais à la radio généralement. Tu es uniquement sur Copain d'avant et tu as fait toute ta scolarité à Chopin. Oui, et au lycée, ouais. Au lycée, c'est ça. Et en fait, ce qu'il y a de drôle, c'est que tu as parcouru toute la France et tu es revenu ici et tu officies ici depuis combien de temps ? Depuis 99, c'est ça ? Non, 2020. 2020, tu es revenu seulement en 2020. Oui, le retour vraiment en titulaire, c'était 2020. Mais j'ai commencé vraiment à Nancy et mes toutes premières piges, ouais, c'est 98-99. Alors justement, ça c'est intéressant parce que tu fais partie du mastodonte, on va dire, le groupe Radio France. Alors pour les gens qui voient un petit peu juste à côté de la Tour Eiffel, tu as cet énorme bâtiment demi-circulaire ou circulaire, je ne sais plus exactement. Circulaire. Mais il faut savoir que c'est pas que ça. En fait, Radio France, c'est aussi tout le réseau ici. La question toute simple, c'est comment est-ce que tu as fait pour devenir journaliste dans une locale, dans des locales, et surtout comment tu as fait pour devenir le commentateur du foot ici à Nancy. Comment t'es arrivé à ce résultat en fait ? Et en combien de temps ? Alors, il faut savoir que c'était, moi, mon rêve de commenter la SNL. Et vraiment, c'est le truc, pour moi, il n'y a pas de poste au-dessus dans tout ce que je peux avoir dans le groupe Radio France. Donc, c'était vraiment mon objectif de commenter un jour la SNL, qui est mon club de cœur. C'est là où mon papa m'a emmené quand j'étais tout petit. Donc, j'avais vraiment envie de commenter ce club-là. J'ai commencé un peu bizarrement, parce que j'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai fait des études ici à Nancy 2, à la fac de lettres. Et je suis tombé sur un prof. Il fallait choisir une option, un atelier. Et il y avait atelier radio. Je me suis dit, ah, ça a l'air sympa, ça va être un peu pratique et tout. Et en fait, le prof était journaliste à la radio. J'ai fait quelques essais, quelques petits papiers d'entraînement comme ça pour les cours. Et il m'a dit, écoute, tu as une bonne voix, tu écris plutôt bien. Est-ce que ça te dirait de passer à la radio ? À l'époque, il y avait une émission étudiante où les étudiants se rôdaient un petit peu à faire du journalisme. La fameuse Radio Campus, ou je sais pas, Exactement, Fréquence Fac. Fréquence Fac. Voilà. Et donc, j'ai fait 2-3 jours à Fréquence Fac. Et après, le rédacteur en chef est venu me voir en me disant, écoute, si tu veux bosser à la journée, voilà, nous, on a des piges et tu peux venir travailler. Donc, j'ai commencé comme ça. Alors, tu as commencé comme ça, mais comment tu es arrivé au sport ? J'ai commencé par le sport, en fait. C'est-à-dire que quand on est journaliste à Radio France et surtout à ici, il n'y a pas de spécialité, sauf le sport. C'est-à-dire qu'on fait tout le reste, la politique, la justice, toute l'actu normale, plus ceux qui ont la spécialité peuvent commenter du sport et faire du sport. Et moi, quand je suis arrivé au départ, on dit « Tu connais le sport, tu sais faire ?»
Je dis oui, ça va, j'ai pratiqué longtemps le football, le basket, le volley, donc je connaissais un petit peu. Et on m'a dit, écoute, tu vas commencer par le commentaire, on a besoin de quelqu'un pour faire du commentaire. D'entrée de jeu, au bout de combien de temps ça? 1 mois. Au bout d'1 mois? C'est-à-dire que tu n'es même pas rodé. Enfin, tu es peut-être doué, j'en suis intimement convaincu, tu es doué, mais arrive un moment, balancer un gars comme ça, aller commenter un match, et d'ailleurs c'était quoi comme Je ne l'ai pas fait seul le premier. Ah voilà. Le premier, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec l'ancien journaliste sportif de Radio France Nancy-Lorraine à l'époque, qui s'appelait Philippe Renaud. Et mon premier match, c'était un Nancy-Nîmes. Et alors comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait le numéro 8 fait une passe au grand barbu? Non, parce que alors du coup, moi, comme je n'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai pas les réflexes journalistiques. Donc, c'est ce que m'a dit le gars avec qui j'ai bossé à la fin, en me disant, écoute, pour une première, j'ai jamais entendu quelqu'un faire ça. Donc, je sais pas si c'était bon ou si c'était pas bon, mais en tout cas, il avait jamais entendu quelqu'un commenter comme moi. Et c'est intéressant, justement, tu as fait quoi de différent par rapport à des journalistes commentateurs rodés? Moi, on m'a dit, si tu connais le foot, ça va bien se passer. Il suffit que tu racontes ce que tu vois. Et dans les faits, quand le micro part, et tu dis, ah ouais, non, c'est un petit peu plus que raconter ce que je vois, il y a tout un truc à faire autour. Donc ça a été, voilà, 10 secondes où il a fallu que je trouve mes marques. Et heureusement, le gars qui était avec moi, qui lui est quand même journaliste sportif reconnu, voilà, m'a cadré un petit peu, me laissait la parole sur les moments voilà, où c'était plutôt sympa à expliquer. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je me suis aperçu qu'effectivement, à partir du moment où on connaissait les joueurs, on connaissait le match, on avait juste à raconter ce qui se passait, l'essentiel était fait. Après, il faut y mettre un petit peu de trip, mais comme c'est l'équipe de mon cœur et l'équipe que je supporte depuis que je suis tout petit, c'est assez facile. Alors, j'ai écouté plusieurs de tes commentaires, évidemment. Je trouve que quelquefois, tu prends parti. Je m'explique. C'est-à-dire que quand tu vois une phase de jeu qui pourrait aboutir, qui n'aboutit pas, c'est comme ça, voilà. Tu dis, purée, c'est dommage. On pourrait entendre le fait que tu tapes sur la table, et c'est ça ta patte à toi. Oui, alors je pense que... Prendre parti, tu vois, c'est... Oui, alors, après, quand on commente du sport sur ici, forcément, les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui sont dans notre zone géographique. Donc, a priori, on commente et on supporte la même équipe. Les gens qui sont aussi à Miami, au Mexique, et qui écoutent, parce qu'ils nous appellent aussi après à la radio. Attends, t'as des auditeurs qui sont lorrains, qui ont émigré à Miami ou à Pétaouchnok. Ouais, et qui continuent à écouter les matchs de la SNL. C'est pas vrai. Si. Il y a une énorme communauté, il y a une énorme diaspora lorraine, et il y en a beaucoup qui continuent à écouter les matchs sur la radio, et qui nous appellent souvent dans les après-matchs pour nous dire aussi ce qu'ils en ont pensé. Alors, je sais qu'on a un auditeur de Floride qui écoute quasiment tous les matchs, et d'autres, un petit peu disséminés aux quatre coins, mais là qui nous écrivent plus sur les réseaux sociaux pour nous dire ce qu'ils en pensent. Et si on n'y met pas un petit peu de chauvinisme, entre guillemets, parce que oui, je suis chauvin, mais je suis toujours objectif. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Quand il y a une faute contre la SNL, je le dis, mais quand il y en a une pour la SNL, je le dis aussi. Il faut aussi garder une certaine crédibilité. Si les gens sont en même temps en train d'écouter et de regarder le match en direct à la télé, ils vont rapidement se rendre compte s'il y a un décalage entre les deux. Et là, c'est pas possible, on perd de la crédibilité. Donc il faut quand même toujours raconter ce qui se passe, mais en ayant quand même le prisme nancéen, puisque les gens qui nous écoutent sont quand même plutôt enclins à supporter Nancy. On va revenir à cette interaction justement entre télévision et radio juste après, mais je reviens au tout début sur Radio France. Je sais que quand tu es journaliste, quand tu rentres dans le réseau Radio France, ici, le réseau ici, c'est un petit peu le passage obligé d'aller s'essayer à droite, à gauche. Alors, il y a 44 ou 45 locales, je crois. Toi, avant de retomber sur tes pattes à la maison à Nancy, ça a été quoi ton parcours? Tu t'en es tapé beaucoup? Comment ça s'est passé? J'en ai fait une trentaine sur les 44. Une trentaine? Ouais, une trentaine sur les 44. Alors, il y en a certaines où j'ai pigé un petit peu, parce qu'au départ, quand on travaillait à la journée, pour gagner de l'argent, si on se focalise sur une seule locale, bon, elle va nous appeler 1 ou 2 fois dans la semaine. Ça va être juste quand on commence à avoir des loyers à payer. C'est-à-dire que concrètement, tu te mets en disponibilité pour les locales, pour les rédactions, et puis ils ont besoin de quelqu'un, ils ouvrent, Johan Gant, il est libre, et il t'appelle, donc tu peux te retrouver le matin là et l'après-midi là, comment ça se passe? Non, parce que tu fais toute une journée quand même généralement au même endroit.
mais tu peux être un jour à Nancy, le lendemain à Dijon, le jour d'après à Belfort, le lendemain en Alsace, en fonction des besoins de tout le monde. Au départ, quand il faut travailler et accumuler de l'expérience, oui, moi je comptais pas mes heures, ni mes kilomètres. Donc j'avais 4-5 locales où je pouvais travailler à la journée, qui étaient toutes dans le Grand Est, parce que j'allais pas non plus m'amuser à aller piger à l'autre bout de la France. Et donc je travaillais sur ces 4-5 locales-là à la journée. T'as déjà compté le nombre de kilomètres que t'as fait en un mois? Comment ça... Non, mais j'y ai laissé 2 voitures. Ah, c'est-à-dire, ouais, quoi, elles ont crevé. Il y en a une, je me souviens, je partais en contrat à Dijon, et à Roland-Pont, hein, il y a peut-être des gens qui connaissent, entre Nancy et Dijon, il y a une gendarmerie, et j'ai cassé ma boîte de vitesse là. Et comment on fait pour gérer sa vie de famille avec justement ces déplacements comment est-ce que ça se passe alors? Alors au départ, ça va, j'étais jeune. Donc pas de famille, pas de femme, pas d'enfants? Si, j'avais une compagne quand même, mais qui est un peu du métier aussi, donc qui comprenait que pour que j'arrive à ce que je voulais, il y allait y avoir quelques mois, quelques années où elle me verrait en pointillé. Donc ça a été le cas. On se voyait de temps en temps les week-ends. Et pour les enfants, là après c'est plus compliqué parce qu'effectivement, quand on est sportif, bon, on travaille surtout le week-end. Hein. Les rencontres sportives, c'est surtout le week-end. Donc mes enfants, voilà, ils savent que... Ils sont habitués, on va dire. Oui, ouais, un week-end sur 2, ils savent que papa il est là, mais à la radio, pas à la maison. Parce que toi, une saison de football, c'est combien de matchs? C'est 34 34 matchs, donc il y a 17 déplacements. C'est ça. C'est ça. Donc 17 fois, tu n'es pas à la maison. Voilà, c'est quasiment un week-end sur 2. Et puis on rajoute, parce qu'on peut faire, comme on a fait là avec la finale du VNVB, c'était une semaine où il n'y avait pas de foot, mais on s'est dit, là, il y a un gros événement, il faut qu'on commente, donc je suis parti aussi. Donc je compte que quasiment, une trentaine de week-ends par an, je ne suis pas là. Est-ce que justement, tu allais dans les locales pour l'argent, parce que tu es défrayé, ça vaut le coup financièrement, ou alors tu vas dans les locales parce qu'on te demande, tu as besoin de bosser, ou alors c'est tout simplement parce que tu te dis, tu aimes ton métier à mort et tu veux accumuler de l'expérience? À la pige, au départ, je perdais plus d'argent globalement. Enfin, disons qu'à la fin, ce qui me restait, ça devait être 20 balles, 20 euros. Ton salaire, c'était 20 balles? Une fois, parce que la pige, c'est une somme à la journée. Moi, j'y allais, je revenais, je prenais pas d'hôtel là-bas, parce que ça me faisait trop cher. Donc, des fois, j'en revenais très, très tard. Donc, quand j'enlevais les frais de déplacement, ouais, globalement, il me restait 20 euros, 20 ou 30 euros. Donc, je le faisais plus pour accumuler de l'expérience que vraiment pour gagner de l'argent. Et donc, tu as un budget pour te loger, c'est ça? Donc, tu cherches un petit peu toutes les bonnes combines, j'en sais rien, chez l'habitant, n'importe quoi. C'est quoi les astuces, justement, pour un journaliste? Il y a sûrement des journalistes, des jeunes qui veulent se lancer aussi à la pige. C'est quoi les petites astuces ou les trucs à éviter, justement, quand on est à la pige? Les trucs à éviter, c'est de se dire, c'est pas trop cher, mais ça va aller. Voilà, s'il y a un hôtel qui est vraiment pas cher par rapport aux autres, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et j'en ai fait 2-3 où je me suis dit, ça c'est vraiment un bon plan. Et en fait, si on dort pas, c'est pas un bon plan. Donc voilà, entre, on va dire, un matériel de literie qui était ou pas terrible, voire juste une planche, c'est sûr que c'était pas cher, hein, mais après, ça a été compliqué. Donc on avait un tarif, un plafond de dépenses qui n'était pas très élevé. Il fallait souvent faire avec du système D. Et bon, des fois, on le regrette. Alors, tu m'avais parlé aussi en antenne d'un camping. Tu t'es retrouvé dans un camping en plein cagnard, au milieu des toughers. Oui. C'était quoi cette histoire? Alors, j'étais à Aix-en-Provence. J'étais en contrat à Aix-en-Provence. Et malheureusement, quand on nous envoie en contrat, c'est un mois avant. Et donc là, on m'appelle au mois de juin en me disant, bon, juillet, Aix-en-Provence. Ouf! Bah chouette! Oui, chouette, mais je savais déjà que pour me loger, en juillet, à Aix-en-Provence, en m'y mettant au mois de juin, il allait certainement y avoir quelques pénuries. Et donc j'ai commencé à regarder, et dans le plafond des dépenses qui m'étaient autorisées, il n'y avait plus rien. Mais vraiment plus rien. J'ai cherché partout, ou alors après, il fallait commencer à chercher 10 bornes autour, mais là, je n'avais pas de voiture, c'était compliqué. Donc, j'ai cherché d'autres modes d'hébergement,
Et je suis arrivé au camping où je me suis dit, oui, là, ça rentre dans mes frais, mais il va falloir partir avec ma tente, avec tout mon matériel, et surtout, ce que j'ai appris en arrivant sur place, enfin une semaine avant d'arriver sur place, c'est que j'étais de matinale, donc je présentais les journaux du matin. 6h, 9h, c'est ça généralement? Alors l'antenne, c'est 6h, Oui. 9h, mais il faut arriver à 4h à la radio. Et donc quand vous êtes au camping, 4h, Personne n'est couché. c'est l'heure à laquelle les gens vont se coucher. Ouais. Et moi, c'est celle où je me lève. Donc, quand j'allais me coucher, moi, à 23h, et que c'était le début de la soirée karaoké ou de la soirée blind test ou je ne sais quoi, c'est difficile d'aller toquer à la porte de la salle d'activité pour dire « Bon, les gars, c'est bien gentil vos petits trucs là, mais moi, je dors. » Non. Donc, je subissais quand même toutes les ambiances de soirée du camping de l'été pendant les 2 semaines où j'ai été de matinale. Et moi, à 4h, je me levais, je prenais mon petit vélo et j'y allais. Enfin, le premier jour, parce que je me suis fait voler mon vélo au bout du premier jour. Il y a un truc qui s'est bien passé à Aix-en-Provence ou pas? Non, pas trop, parce que alors, en plus, je me souviens que le premier jour, c'était un des tout premiers contrats en CDD, parce qu'après la pige, on passe au CDD, où là, on travaille sur des durées un peu plus longues. Je suis arrivé, et déjà, Marseille, enfin Aix, parce que ça dépend aussi de Marseille, c'est une grosse ville, c'est impressionnant. Moi, je me suis dit, déjà, les déplacements et tout, ça va être compliqué. Bon, mais si on me donne des petits sujets sympas, ça va aller. Et puis, le rédacteur en chef était quelqu'un de très craint chez tous les CDD, parce que vous saviez qu'un mauvais avis de lui, vous ne bossiez plus. Et il arrive le premier jour, il vient près de ma table, il me dit, j'ai un petit sujet pour toi, je vais te faire travailler sur les écoles coraniques parallèles dans les caves, dans certains quartiers, parce que là, il y a eu un fait diff ces derniers jours, un gamin qui s'est fait frapper à coups de câble. Donc, tu vas aller me faire une petite enquête sur les écoles coraniques parallèles dans les quartiers à Marseille. Premier jour de contrat. Là, vous dites, je ne connais pas l'endroit, je ne sais pas à quelle porte frapper, machin et tout. Et il faut que je rende un truc sur les écoles coraniques, là, le soir. Et alors? Alors, ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Je suis allé vraiment au hasard, vadrouiller un petit peu dans les endroits où on m'avait dit, ouais, là, tu devrais trouver quelque chose. J'ai eu la chance de tomber sur des gens plutôt sympas. Mais quand on arrive et qu'on dit, bon, ben voilà, moi, j'enquête sur des trucs parallèles, des trucs où, voilà, quand ça se fait sur des compléments d'enquête ou des trucs comme ça, c'est plusieurs semaines, il faut prendre des contacts, il faut y aller. Moi, j'avais 5 heures pour tout faire. Wow. On va revenir au football, Oui, parce que c'est un peu plus ton domaine. ma spécialité. Ouais. Ta spécialité. On a connu Nancy en haut de l'échelle, et puis là, on est retombé en national avec tous les problèmes qu'il y a eu. Est-ce que, justement, ça a été pour toi une épreuve, quoi? Tu t'es retrouvé dans des stades un peu miteux, national, c'est pas la Ligue 1. Comment est-ce que tu as fait pour t'adapter, justement, à ce changement? Oui, forcément, ça a été compliqué. Après, je dirais que l'avantage qu'on a, nous, dans le réseau ici, c'est que tous, on a déjà fait des 7e ou des 8e tours de Coupe de France à commenter dans des petits stades chez les amateurs où on n'est pas forcément prêt à nous recevoir, à avoir les commodités techniques dont nous, on a besoin. Donc, on savait déjà s'adapter. National, j'ai eu l'impression de retrouver un petit peu ça, mais tous les week-ends. Enfin, en tout cas, un week-end sur 2. C'est quoi les pires endroits où tu t'es retrouvé, les pires stades, les pires conditions? Il y en a plusieurs. Je pense qu'une des pires, c'est quand on est arrivé au Gaulle FC, qui est donc un petit club dans la banlieue lyonnaise, où on est arrivé, il y avait une belle plateforme pour les journalistes, et on commence à s'installer, et là, il y a un gars qui arrive qui nous dit « Non, là, c'est la télé. » D'accord, nous, on est où? Et là, il nous montre les sièges des gens, en disant vous êtes là, Au milieu du public. à côté de la plateforme de la télé. Je dis oui, d'accord. Et pour les prises téléphoniques et pour... on n'a pas ça. On n'a pas de prise électrique non plus. Ils n'ont pas de téléphone à Golf. Non, il n'y avait pas. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas les prises qui, nous, c'est des prises téléphoniques un peu spécialisées qui nous servent à faire des retransmissions. Il n'y avait pas. Bon, ça, on s'y attendait un petit peu. Mais il n'y avait pas de table, pas de chaise. Et donc, on s'est retrouvés sur le siège de Monsieur et Madame Tout-le-Monde avec le matériel posé sur les genoux et à se lever aussi parce que cette plateforme était sympa, mais quand on regardait à gauche du terrain, on ne voyait plus rien. Donc il fallait se lever pour voir au-dessus de la plateforme de la télé qu'ils avaient installée avec du contreplaqué. Donc ça a été très compliqué. Un autre très compliqué aussi, enfin il y en a 2 autres, le Paris 13 Atlético. Voilà, c'est un stade où même les supporters nancéens m'ont dit « Qu'est-ce que c'est que ce stade ?» Donc même pour les supporters, c'était compliqué. Pourquoi? Il y avait quoi? Il y avait rien? Rien. Il n'y a rien. Il y a une toute petite tribune et après, c'est en pourtour.
Et donc, pour nous, on s'est retrouvés en face des supporters, parce qu'on ne pouvait pas se mettre derrière eux, sinon on ne voyait plus rien. Et donc, on s'est retrouvés en face, à côté de la télé, à tirer 2 mètres de rallonge, parce qu'il n'y avait pas de prise électrique non plus, donc on a été obligé d'aller se brancher chez les camarades de la télé, qui eux étaient sur une nacelle élévatrice pour filmer, vu qu'il n'y a pas d'aménagement spécifique pour filmer. Eux, ils étaient sur une nacelle de chantier. Et le gars était accroché avec un mousqueton pour ne pas tomber de la nacelle quand il filmait un peu en hauteur. Et nous, on était posés sur des petits bancs avec rien du tout. Et juste la prise, les 2 mètres de rallonge qu'on avait tiré chez les camarades. Donc ça aussi, c'était compliqué. Et puis, alors, je pense que le pire du pire, c'était Avranches, en national, une des premières années, où on s'est retrouvé dans la cabine du commentateur, qui devait faire 5 mètres carrés, mais on était 5 journalistes, parce que c'était censé être la tribune de presse. Et donc, avec le commentateur qui criait aussi. 5 mètres carrés, c'est quoi? C'est 2 cabines téléphoniques? C'est quoi? Ouais, c'est 3, 4. Ouais, 3... moi je dirais 3 maximum. Et on était tous très très serrés, avec tout le monde qui crie là-dedans. C'était très compliqué. Et l'année d'après, quand je suis revenu à Avranches, on m'a dit « Ah, c'est bon, on a remis une tribune ». Je l'ai cherché pendant longtemps. Et en fait, ils avaient mis un banc derrière le COP. Et on s'est retrouvés donc au milieu des gens avec les grosses caisses qui tapaient pendant tout le long. Ils étaient 10, mais ils avaient 2 grosses caisses. Et je crois que ça a été un des matchs les plus compliqués à commenter, parce que quand vous avez un gars comme ça avec des grosses caisses juste à côté, c'est extrêmement compliqué de se concentrer sur la pelouse. Et là, pareil aussi, il y avait juste un banc, mais pas de table, rien, tout sur les genoux. Voilà, c'est comme ça, il faut s'habituer. Et tu m'as parlé aussi tu t'es retrouvé sur le toit d'une buvette. Oui, ça c'était en Coupe de France. Ah, en Coupe de France, d'accord. Là, à la limite, si c'est un club amateur, tu peux pardonner le fait de... Et puis ils avaient été très sympas, parce qu'ils auraient pu nous dire « Non, moi, on n'a rien, vous vous débrouillez, vous allez au bord, puis vous débrouillez pour vos trucs. Ouais. » Là, ils nous ont dit « Ah, si vous montez sur la tribune, vous verrez peut-être mieux, les gens vous gêneront moins. » Et donc, on s'est retrouvés sur le toit de la tribune, une espèce de tôle en fibrociment. Et le gars nous disait « Si jamais vous entendez craquer, vous sautez. » Pas se retrouver directement dans le bac à Parce que le gars avait quand même conscience que son toit n'était pas forcément extrêmement solide. Ouais, et qu'on était 2, qu'on avait du matériel, ça pouvait faire un petit peu de poids. Voilà, donc il nous a dit, si jamais vous entendez craquer, vous sautez quand même. Oui, on sautera. Ouais. Bon, d'accord. Ça va, on n'a pas eu à sauter. Voilà, ouais, d'accord, il vaut mieux. Mais alors, ça, c'est évidemment des anecdotes de... Comment on peut dire, de stade, on dit souvent d'un stade, c'est champêtre, voilà, c'est champêtre, ouais. Voilà. Mais tu t'es quand même retrouvé dans de très beaux stades, très grands stades, tu as notamment commenté l'Euro 2016, donc tu t'es retrouvé au Stade de France, également dans l'Olympique de Marseille, de Stade Vélodrome évidemment, tout un tas de stades. C'est quoi pour toi le plus beau stade? Et si tu as une anecdote à raconter justement sur un stade de Ligue 1 mythique? Le plus beau, c'est compliqué. Ou si tu as une histoire incroyable, tu te retrouves là, tu es subjugué, ou il t'arrive un truc, je sais pas, tu vas dans un club qui a beaucoup d'argent et on te sert petit four, machin. Ah oui, si, ouais, il y a des buffets où là, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, raconte. Nous, avant, on avait des petits sandwichs triangles. Généralement, c'est des petits sandwichs triangles, une bouteille d'eau, voilà. L'hospitalité est faite, on vous a donné à boire, à manger, tout va bien. Et puis, il y a des endroits où vous arrivez, on vous dit « asseyez-vous ». Et là, il y a des gens en costume qui viennent vous apporter. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû me tromper, je dois être dans le salon VIP ou… Non, c'est la tribune de presse. Mais il y avait 2 personnes en costard qui venaient nous servir à table les plats. Et c'était un buffet avec des plats incroyables. C'était où? C'était à Paris. C'était à Paris. Bon. Au Parc des Princes. Il y a des choses qui se comprennent. Ouais. Et tu m'as dit aussi que tu t'es retrouvé enfermé dans un stade. 2 fois. Ouais, 2 fois. Mais comment? Attends, le match est fini, tu vois que tout le monde s'est barré, tu fais ton papier, mais t'es rarement tout seul quand tu écris un papier n'importe quoi. Alors, si, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de système informatique. On travaillait tout à la bande. Et donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté, à la radio, pour réceptionner les interviews que j'envoyais. Il fallait qu'il y ait une liaison. Et donc, j'envoyais mes interviews. Moi, je faisais lecture. Et l'autre de l'autre côté faisait enregistrement. Maintenant, avec les ordinateurs, on envoie sur un serveur. Ça va dans un coin. C'est réglé.
Mais à l'époque, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Donc il fallait se dépêcher à la fin des matchs pour enregistrer les interviews, les monter et les envoyer aux collègues qui attendaient de pouvoir les réceptionner. Donc on faisait vite, mais ce soir-là, à Monaco, qui est un stade un peu particulier, la tribune de presse est très loin de la zone d'interview. Et donc, le temps d'y aller et de revenir, déjà j'avais mis du temps. Mais je reviens, moi, à la tribune de presse en me disant je vais travailler tranquillement. Puis je commence à travailler, puis effectivement j'étais tout seul. Et puis au bout d'un moment, j'étais sur le point d'envoyer mes sons, et là, clac, toutes les lumières du stade qui s'éteignent. Mais toutes les lumières, pas juste les lumières qui éclairent le stade. Et je me retrouve dans le noir. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais envoyer mes éléments, puis après, je m'en vais. Donc, j'ai le temps d'envoyer mes éléments 10 minutes dans le noir, un peu, à la lampe de poche, trouver mes boutons. Et puis, au bout de 10 minutes, je m'en vais, et là, je me rends compte qu'il n'y a plus personne dans le stade. Mais plus personne, il n'y a même plus de gardien, il n'y a plus de gars de la sécurité, il n'y a plus rien. Et j'arrive à la porte par laquelle on était rentré, fermée. Et donc, là, je me suis dit, bon, je suis coincé. Et heureusement... T'as pas passé la nuit quand même. Non, j'ai pas passé la nuit parce qu'il y a quand même une petite étiquette en disant en cas d'absence, vous pouvez joindre le gardien au. Et j'ai appelé... Qui habite à Nice. Et non, j'ai appelé et le gars me dit j'étais en train de partir. Partez pas trop vite. Je suis encore là. Et donc il arrive en me disant mais où vous étiez? Et je lui ai expliqué que voilà, j'étais dans la petite tribune de presse en train de monter mes sons. Et il m'a dit personne vous a vu parce que normalement il y a quelqu'un qui fait le tour du stade. Personne ne vous a vu, et donc là, j'ai pu m'en aller. Et la deuxième fois, c'était dans le stade d'Arles-Avignon. Là, je n'étais pas tout seul, j'étais avec le collègue du journal. Mais pareil, on était tous les deux, on devait envoyer nos trucs avant le bouclage. Et oui, on se rend compte qu'il n'y a plus grand monde autour de nous, quoi. Et pareil, hop, plus de lumière. Et là, on s'est dit, bon, là, ça craint. Et le stade d'Arles-Avignon est compliqué, c'est-à-dire qu'ils avaient fermé toutes les portes. Et donc, nous, on était coincés dans notre tribune. Et on s'est dit, le seul moyen de partir, c'est d'escalader pour passer sur le terrain et rejoindre la tribune qui est en face, où là, il y avait l'ouverture avec les vestiaires, et on s'est dit, au moins par là, on pourra sortir. Et en arrivant, et puis on avait tout le matériel, donc il a fallu jeter tout le matériel par au-dessus du grillage. Wow, les nagras, la vache. Oui, là, on était coincés, il fallait jeter, quoi. Ouais. Donc on a jeté le matériel par au-dessus du grillage, on a tout récupéré, et arrivé sur la pelouse, on avançait comme deux viséreux vers le tunnel, et on a entendu « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et c'était le mec de Monaco. Et là, c'était le gardien qui faisait le tour et qui regardait s'il n'y avait bien plus personne. Et nous, on devait être avec nos lampes de téléphone sur le terrain, en train de regarder où on allait. Et le gars, donc on lui a expliqué ce qui s'est passé, et il nous a tranquillement ouvert le stade, on a pu sortir. Mais on s'est fait peur. Ouais, bon, ça fait de bons souvenirs. Ouais, je veux dire, sur le moment, on rigole pas, mais après, voilà. Ouais. J'ai encore une question à te poser. Est-ce que tu as le sentiment, et en toute honnêteté, que les commentateurs sportifs de la radio sont plus forts que ceux de la télé ? Je te dis ça parce que tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a un petit peu surpris, mais c'est vrai que mon grand-père faisait ça. Il regardait le match à la télévision, mais en même temps, il écoutait la radio. Est-ce que pour toi, justement, le fait de ne pas avoir l'image, de faire passer des actions, d'écrire des émotions uniquement avec le son, est-ce que pour toi, le commentateur sportif radio est plus fort que celui de la télé ? Je dirais pas plus fort, c'est une autre mécanique. Être capable de caler ses commentaires sur l'image, c'est pas forcément évident non plus. Après, pour nous, à la radio, il faut tout remettre en perspective. Les gens savent pas où est le ballon, les gens savent pas à quelle hauteur du terrain on est, quelle minute c'est, donc c'est important. C'est une mécanique en fait, la radio. Il y a beaucoup de choses à rappeler. Il y a beaucoup de supporters qui viennent des fois en me disant « Bon, je vous écoute, mais vous donnez pas assez le score. » Parce que c'est des gens qui viennent de temps en temps chercher le score ou un petit bout de commentaire, mais qui vont peut-être pas y rester tout le long. Donc c'est important aussi de donner régulièrement le score. À la télé, vous n'avez pas besoin, c'est marqué en haut sur l'écran. À la radio, il faut tout recontextualiser. Donc j'allais dire que c'est une mécanique qui est plus contraignante, mais ce que font les collègues de la télé, c'est pas forcément évident non plus, parce qu'il faut vraiment avoir un débit qui colle à l'image. C'est pas toujours évident. Et toi, tu n'as jamais pensé justement à... On m'a déjà proposé. Ouais. Et donc, pourquoi tu as dit non ? Parce que moi, je préfère faire de la radio, le match en intégrale, et avoir le contact que je peux avoir
avec les auditeurs, par la radio, que je trouve plus sympa. Et aussi casser 2 bagnoles, se retrouver dans un camping à Aix-en-Provence, et puis J'ai renfermer failli le seul m'électrocuter aussi une fois. Oh non, c'est pas Si, vrai. si. C'est Richard, ce gars. Là, j'ai eu très très chaud. C'est-à-dire que je vous parlais donc de ces petits boîtiers téléphoniques qui nous servent à avoir une communication de bonne qualité. Le stade où j'allais, il n'y en avait pas. Mais comme c'était important, on en avait commandé une. Donc on se l'était fait installer. Et j'arrive, je trouve ma boîte toute neuve, je me dis super. Et sauf qu'en prenant la boîte, hop, les 2 fils qui étaient vissés au tableau électrique s'en vont. Et je me dis, oh, alors là, ma boîte, elle va plus me servir à grand-chose. J'appelle un de nos techniciens qui dit, écoute, c'est pas compliqué, il faut juste que tu les revisses dans le truc. Ok, pas de problème. Je vais à la buvette, chercher un couteau à bourron, parce que j'avais pas rien pour visser sur moi. Donc je vais à la buvette chercher un couteau à bourron. Et je commence à installer les fils. Et là, dès que j'ai mis le couteau dans le tableau électrique, il y a plein d'étincelles qui sont... Parce que pour moi, c'était une liaison téléphone. Il n'y avait pas d'électricité dans l'affaire. Et donc, quand j'ai rappelé mon technicien, il dit « Ah oui, sauf que là, c'est des lignes particulières. Elles sont auto-alimentées électriquement. Donc oui, il y a un petit courant qui passe dedans. » Et moi, j'étais avec le couteau. Surtout, ne prends pas un couteau à bourron que tu es allé choper à la buvette. Et moi, j'étais avec les couteaux dedans. Il y avait des étincelles partout. Et quand j'ai réussi à fixer mes câbles, bon, bah voilà, c'était fait. Mais on m'a dit... T'es un dingue. Voilà, ne sois pas MacGyver, reste comme t'es. Et alors, une toute dernière question, et cette question a son importance. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec la multiplication de tout ce qui se passe sur les réseaux, sur Internet, et on est bien placé pour le dire, est-ce que tu penses que la radio et ceux qui font vivre la radio, ça a encore de l'avenir? Je pense que oui. Peut-être pas sous la forme où on le connaît aujourd'hui, sous la radio linéaire, des gens qui écoutent au transistor. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais oui, ça a de l'avenir parce qu'il y a toujours un moment où, même si on est passionné d'un club de foot, on ne peut pas être devant la télé à regarder le match. Et donc, il faut qu'il y ait une alternative. Pourquoi les gens se tournent aussi vers nous? C'est parce qu'on est quand même souvent auprès du club, on connaît les gars. Je sais qu'à la télé, les gars qui viennent une fois de temps en temps peuvent se tromper sur des noms. Ça ulcère les supporters. Nous, ça n'arrive pas parce que c'est l'équipe qu'on suit tout le temps. Donc, il y a aussi une forme de reconnaissance de « vous connaissez l'équipe, vous savez comment ça se passe ». Donc, les gens se replient vers nous quand ils ne peuvent pas avoir la télé. Je ne suis pas dupe de la puissance de l'image. Moi-même, quand il y a un match qui m'intéresse, je le regarde. Je ne l'écoute pas à la radio si je n'ai pas quelque chose d'autre à faire à ce moment-là. Mais il y a quand même la proximité. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer aussi juste par la voix. Et il y a des gens qui sont sensibles au fait qu'on détaille ce qui se passe, on détaille où on est. Ça aussi, ça me fait penser à un supporter qui nous suivait à Orléans, qui est aveugle. Et qui m'avait envoyé une lettre une fois en me disant « Écoutez, c'est formidable parce qu'avec vous, j'ai l'impression de situer les choses et de voir un petit peu les actions se dérouler. » Et donc, ça me fait plaisir parce que je me dis qu'à un moment donné, mon rôle à moi et ma mécanique à moi à la radio, ça passe plutôt bien, même avec des gens qui sont privés du principal sens qui fait qu'on peut suivre un match de foot. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, je pense qu'il y a toujours une niche pour la radio. Ce sera peut-être de façon un peu différente. On va basculer complètement sur le numérique, arriver complètement sur Internet et peut-être plus avoir les ondes comme on avait avant. Mais je pense que, vu les retours qu'on a sur les émissions qu'on peut faire, sur les commentaires de match, c'est quelque chose que les gens continuent à suivre. Donc je pense que ça a encore de l'avenir. C'est l'avenir, voilà. Et moi, j'en suis intimement convaincu. Que la radio a de l'avenir. Merci, Johan, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est vraiment gentil d'avoir répondu à notre invitation. Vous pouvez donc retrouver Johan sur l'antenne d'ici Sud-Lorraine tous les jours. Tous les jours, quasiment, on peut dire que tu interviens, donc on va dire pour le journal, et également derrière le micro pour suivre la SNL. Encore une question, on termine toujours justement cette interview par une question. Qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation là maintenant? C'est pas forcément l'exercice auquel je suis habitué. Ah oui, normalement c'est le contraire. Mais ça va, comme l'intervieweur était plutôt sympa, j'ai réussi à oublier un petit peu les caméras et le contexte. Voilà, merci beaucoup Johan. Avec plaisir. À bientôt. On se retrouve
dans un prochain épisode de Xav Stories. Si vous voulez nous contacter et parler de votre métier, parler de votre entreprise, de votre hobby, de votre passion, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous recevoir. Ciao!